Madame, on a juste perdu, enfin Oui, on a perdu. personnellement, j'ai perdu votre écran, Oui, le partage d'écran. oui, merci. Alors, on revient. Alors, donc là, c'était pour la puissance électrique. Là, il est revenu. Yes, tout bon. Merci. Alors, donc là, pour l'énergie électrique. Donc là, on connaissait, on vous donnait, par exemple, la puissance de l'appareil. On peut calculer donc l'énergie consommée. On peut voir, en utilisant les rendements, à quelle quantité de chaleur ça correspond. Et on a vu aussi un autre cas où l'énergie à l'entrée, c'était une autre forme d'énergie, de l'énergie chimique produite lors d'une combustion. Quand vous brûlez quelque chose, cette combustion dégage une certaine quantité d'énergie qui est égale à la masse de ce que vous avez brûlé, de votre combustible, fois le pouvoir calorifique. Le pouvoir calorifique, c'est une information qui est donnée par rapport au type de substance que vous brûlez. Et donc, on peut calculer la quantité de chaleur dégagée lors de cette combustion. Différentes substances ont différents pouvoirs calorifiques, ce qui fait que pour obtenir la même quantité de chaleur, il faut prévoir une masse différente et donc un volume différent. Est-ce qu'il y a des questions quant à ce type d'exercice? Non? Si vous avez des questions, vous avez vu, il y a les vidéos aussi, et sinon vous m'écrivez, même à tout moment, même pas par rapport à des exercices précédents, si vous avez un doute, n'hésitez pas, je suis vraiment là pour répondre. Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Alors, donc, la question souvent qu'on va traiter aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe si on mélange de l'eau chaude, par exemple, et de l'eau froide? Okay? Donc, c'est une chose vraiment, un cas vraiment banal. On commence par un cas tout simple où on mélange donc la même substance, le même état, donc de l'eau liquide et de l'eau liquide dans les deux cas, mais avec des températures différentes. Chose qu'on a tout fait, vous pouvez imaginer. Donc là, par exemple, imaginez d'avoir la même, là dans les dessins, donc il y a une certaine quantité d'eau chaude, c'est les rectangles rouges, et la même quantité d'eau froide. Si on veut, qu'est-ce que vous pouvez prévoir? Qui a une idée? Qu'est-ce qu'on va obtenir après un certain temps? Qu'est-ce Une qui se passe? température équivalente. Et cette température sera comment? Ça a coupé, je vous ai pas bien entendu. Donc, vous mélangez un verre d'eau chaude et un verre d'eau froide, la même quantité d'eau. À la fin, les mélanges, en fait, de deux, il aura quelle température? La moyenne. Ça, c'est assez intuitif pour tout. On va trouver une température qui est intermédiaire entre les deux, la moyenne des deux. Est-ce que ça va? Oui. Ça dépend aussi de l'environnement. Si par exemple on est à plus 300 Ça degrés. dépend aussi de l'environnement. Oui, alors on imagine de faire tous ces mélanges dans des récipients où en fait il n'y a pas des échanges de chaleur avec l'extérieur. Okay? Ça sera le cas pour toutes. C'est une bonne question, c'est une bonne remarque. Dans tous nos exercices, on imagine toujours de faire les mélanges dans un système où la chaleur reste seulement parmi les objets qu'on mélange. Et donc, il ne va pas sortir, en fait. Ça ne dépendra pas de la température extérieure. OK? OK pour tous? Alors, Okay. par contre, si on mélange toujours de l'eau chaude et de l'eau froide, mais il y a beaucoup plus d'eau chaude comparée à l'eau froide, qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce qu'on pourra dire de la température? Sera la même qu'avant? Bah, elle sera plus chaude. Sera un peu plus chaude. Hein? Donc, c'est toujours une température intermédiaire. Là, j'essayais de les montrer avec les flèches. La température violet sera toujours intermédiaire entre la température chaude et la température froide initiale. Mais comparé avant, on retrouve les mélanges aura une température finale un peu plus chaude. C'est intuitif encore, je pense. Madame, je crois que le partage, il est bloqué sur autre chose. On y va à nouveau. On est là. Est-ce que là, vous les voyez? Ouais, là, c'est mieux. OK, merci. Dites-les, c'est gentil de dire. Donc, imaginons encore un autre mélange où je mélange beaucoup d'eau chaude et tout un petit peu d'eau froide. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer quant à la température finale? Elle se rapproche de la température. Oui? Est-ce que c'est intuitif pour tous?
Oui. Oui. Donc, Madame, oui. moi, je vois pas votre écran non plus. Oh, OK. bizarre. Oui, on va réessayer à nouveau. Donc là, on est en train de mélanger. On a imaginé vraiment... C'est bon maintenant? Non. Non? Félix? OK. On va réessayer à nouveau. Là? Comme ça? Non, toujours pas, mais je peux essayer de quitter la conversation et revenir. Là, Voir. comme ça, vous voyez pas? Non. Non, toujours pas, non. Bizarre. Les autres voient, juste pour savoir si c'est vous et les autres. Oui, moi Ouais, je c'est vois. bon. Alors, vous voulez essayer de sortir et rentrer un moment? Ouais, je vais faire ça. Oui, revenez. Donc, dans les 3 exemples qu'on a fait, vous voyez, on a imaginé vraiment un cas tout simple parce qu'on est en train de mélanger la même substance. Mais quand on fait un exemple tout simple, ça nous permet de voir les choses de façon intuitive. On voit bien, en fait, que dans quel que soit le cas, la température finale est intermédiaire entre les 2 températures initiales. On ne pourra pas trouver une température qui est plus chaude que la température initiale, ni plus froide que la température initiale. Et après, cette température aura une certaine valeur qui dépend du rapport entre la température, la quantité d'eau qu'on a chauffée, de la température à laquelle se trouve chaud et froide. Et donc, plus, par exemple, on augmente la quantité d'eau chaude, plus la température sera élevée. Est-ce que c'est clair pour tous, déjà, à niveau comme ça? Oui. On appelle la température finale, lors d'un mélange, on l'appelle la température d'équilibre. Et à partir de maintenant, on imagine vraiment des mélanges, toujours dans les cas de faire ça dans des conteneurs où la chaleur ne sort pas. Donc, on ne tient pas compte des échanges de chaleur avec l'extérieur, donc avec les milieux extérieurs. On se concentre seulement avec les participants au mélange. On appelle la température d'équilibre la température finale qui résulte du mélange. OK pour tous? Alors, donc, en fait, qu'est-ce qu'on a? On pourrait, à partir besoin d'un petit graphique qu'on va vous demander aux exercices et aussi au test. L'idée, c'est de faire un graphique, comme vous le voyez ici. Il y a le temps sur l'axe X et la température sur l'axe Y. Et donc, dans un diagramme comme ça, vous avez la température du corps chaud, quelque part, et la température du corps froid, un peu plus bas. À partir de maintenant, on peut toujours dessiner. On sait qu'à la fin, après un certain temps, même si on ne le connaît pas, le système atteint la température d'équilibre. OK? On a dit ça. Après un moment, on atteint la température d'équilibre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que le corps chaud va baisser sa température jusqu'à arriver à la température d'équilibre. Vous voyez? Il varie sa température, il passe d'une température assez haute à une température d'équilibre qui est plus petite. Et en même temps, le corps froid voit sa température monter en passant de la température initiale du corps froid à la température d'équilibre. Lorsqu'on fait un mélange, on a 2 corps, ou 3 ou 4, on a des corps différents à des températures initiales différentes, et après un moment, tout le système est à la même température. Ce qui se passe pour arriver à cet état d'équilibre à la fin, c'est que le corps chaud a cédé de la chaleur, parce qu'il voit sa température diminuer, donc delta θ est négative, donc la chaleur cédée, c'est égal à Q égale MC delta θ. Delta θ négative, ça veut dire Q négative, ça veut dire de la chaleur cédée par les corps chauds. Et en même temps, cette chaleur cédée par les corps chauds est acquise par les corps froids. Il est reçu, cette chaleur est reçue par les corps froids. Et cette chaleur lui permet d'augmenter sa température et de passer à la température d'équilibre. La température augmente, delta θ est positive, Q est positif, c'est de la chaleur qu'il reçoit. Félix, vous voyez maintenant? Ouais, c'est tout bon, c'est tout bon. Okay. Donc, voyez en fait qu'est-ce qu'on est en train de raconter. On est en train de passer vraiment de l'expérience intuitive, on mélange deux choses. Initialement, on a 2 températures, après un moment, ils sont une température intermédiaire entre les deux. Si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'on est en train d'observer? On est en train d'observer un échange de chaleur. Les corps chauds cèdent de la chaleur parce qu'ils se retrouvent en température plus petite, sa chaleur est négative, ils cèdent. C'est de la chaleur cédée. Cette chaleur est cédée à qui? Au corps froid
qui, quant à lui, voit sa température augmenter, donc il reçoit la chaleur et il augmente en conséquence la température. Madame, Oui. est-ce qu'en réalité, on aurait des pertes si on est dans un système parfaitement isolé, disons, mais est-ce qu'il y aurait quand même des pertes? Alors après, si on est vraiment, si est parfaitement isolé, pour définition, c'est isolé, donc il n'y a pas d'échange avec l'extérieur. Donc si c'est parfaitement isolé, c'est isolé. Mais alors après, dans la réalité, oui, en fait, il faudrait considérer toujours les milieux. Donc normalement, il faut tenir compte aussi de ça. Bien sûr. Ouais. Mais si on regarde vraiment, nous, on travaille toujours comme ça, à niveau vraiment théorique, comme première approximation, mais ça nous permet déjà de faire beaucoup de prévisions. Donc, on imagine toujours d'être parfaitement isolé. Oui, parfait. OK pour tous? Donc, on est en train de regarder, en fait, si on regarde comme ça, à chaque fois qu'on fait un mélange, on est en train de faire un échange de chaleur. Alors, si vous mélangez de l'eau chaude et de l'eau froide, on arrive à cette condition. C'est la condition qu'on va utiliser maintenant. Quand vous avez un mélange de corps à différentes températures dans un récipient isolé, on dit que la somme, ce symbole, c'est la somme. La somme des chaleurs échangées, Q, égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lors d'un mélange, il y a plusieurs échanges de chaleur qui se réalisent parmi les corps qui participent au mélange. Il doit y avoir encore au moins qui cède de la chaleur, et donc il y aura une chaleur négative, et au moins encore qui acquiert de la chaleur, et donc une chaleur positive. Enfin, on sort que la somme des chaleurs échangées égale à 0. On les lit comme ça. La somme des chaleurs égale à 0, c'est le cas. Donc, c'est vraiment la condition pour les mélanges. Est-ce que ça va pour tous? Oui, juste, madame, température d'équilibre, elle n'est pas tout le temps elle est pas tout le temps à égale distance de. Non, elle n'est pas toujours à égale distance. C'est en fonction des volumes. C'est en fonction des masses, donc des volumes, des masses qui participent au mélange et des températures respectivement hautes et froides. Donc, ça dépend, il faut les calculer. Donc, votre graphique, on ne sera pas toujours comme ça, lui là. Là, moitié, mais ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on a vu ici. Donc, voyez, là, ici, la température. Voilà. On peut être plus haut, plus bas et inversement. Mais intermédiaire. Vous ne pouvez pas trouver une température d'équilibre plus chaude que la température chaude initiale. Oui, on est toujours dans l'intervalle, mais tant la température froide, elle peut plus augmenter que ce que va baisser la température chaude. Oui. OK. Et donc, il y a les deux échanges de chaleur. Donc, les Q cédés par les corps chauds et la chaleur reçue par les corps froids. Donc, j'écris en général la somme des chaleurs égale à 0. Est-ce que ça va pour tous? Ouais. Il faut vraiment utiliser cette condition. Comme ça, on ne va pas oublier aucun terme, en fait. Et on tient compte vraiment des chaleurs échangées par chaque corps qui participe au mélange. Donc, c'est la somme des chaleurs parce que, par exemple, parfois, on pourrait avoir 3 objets. Et donc, dans ces cas-là, c'est la somme des 3 chaleurs qu'il faut considérer. OK? Alors, on fait l'exemple ensemble. Madame, je dois m'absenter 5 minutes. Oui, allez-y. C'est enregistré, après, je partage. Alors, donc, on passe à l'exemple ensemble. Oui. Alors, on mélange 100 grammes d'eau à 20 degrés Celsius. Il manque la C de Celsius dans les deux cas. On mélange 100 grammes d'eau à 20 degrés Celsius avec 20 grammes d'eau à 90 degrés Celsius. Quelle sera la température d'équilibre? Ça correspond à quel exemple? Alors, c'est l'exemple que vous savez, en fait, dans la partie diapositive. Dans la première partie du polycopier, il y a l'exemple. Ah non, il n'y a pas. Il n'y a pas l'exemple. Oui, il y a la page, à la 5e page du polycopier, parmi les diapositives, après la somme des chaleurs égale à 0, vous avez cet exemple-là. C'est dans la partie diapositive, la 5e page du polycopier, si vous voulez. Pas la partie exercice. Merci. Ouais, bon, nous, on les est tout petits. Enfin... Oui, c'est tout petit, donc on les... Ouais. Voilà, dans la prochaine édition, sera mieux organisé. Alors, on mélange 100 g d'eau à 20 degrés Celsius avec 20 g d'eau à 90 degrés Celsius. Quelle sera la température d'équilibre?
dessiner un diagramme température. Alors, donc, j'appelle un peu. Alors, Louane, quelles sont les données qu'on a? On a 100 grammes d'eau à 20 degrés. Oui. Et après, on a? 20 grammes d'eau à 90 degrés. OK. Donc, on a les deux masses et les deux températures. On peut les appeler avec, c'est utile de les appeler déjà dans la liste de données avec un indice, par exemple, les corps 1, les corps 2, parce qu'après, quand on commence à avoir 3 objets, après, c'est compliqué. Donc, je les appelle, par exemple, la masse 1 à la température 1, la masse 2 à la température 2. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est utile de penser à ça. Dans ces cas-là, vous voyez, c'est que de l'eau. Donc, la chaleur massique du corps 1, c'est égal à la chaleur massique du corps 2. Je vais chercher dans les formulaires, en fait, la valeur de l'eau. Et on cherche la température d'équilibre. OK, pour tous? Alors, donc, après... Madame, juste oui. ça, on le trouve dans notre polycopier ou pas? L'exemple? Ouais. On est à la page 5, dans la partie des diapositives. En fait, c'est dans une diapositive, en fait. Ok, c'est pas dans les exemples. Non, c'est pas dans la partie exercice, mais dans la partie diapositive. Ok. Merci. Alors, donc, Herbline, comment on peut dessiner un diagramme température? C'est encore là, Herbline? Non. Richard, vous êtes là? Moi, je suis là. Attendez, madame. Alors, voilà, ok. Faites signe comme ça, parce que je ne vois pas tous les gens qui sont connectés. C'est juste qu'en fait, je suis connecté sur mon ordi et j'ai pas de... J'ai pas de micro et quand vous me posez une question, je dois me connecter sur mon téléphone. Ah, ok. Ouais, désolé, je ne savais pas. Il n'y a pas de souci. Comment on dessine un diagramme? Oui. Qu'est-ce qu'on met sur les axes? On tire un axe XY. Oui. Sur l'axe Y, on met le chaud, le froid. Oui. On met le froid, par exemple, en bas et le chaud en haut. Et après, on les rejoint les deux. Donc, la température froide et la température chaude, oui. Et on rejoint... on tire deux axes, temps et température. Et quand ils sont à le même degré, on tire un trait droit. OK. Est-ce que vous voyez, ça ressemble à ça? Ouais. Alors, vous voyez, en fait, comme Herbline dit, on met la température haute et la température basse, la température froide. On n'a pas d'informations dans les tempes, donc on ne doit pas vraiment avoir une valeur précise ici, mais on sait qu'après un certain temps, ils sont à la même température et je les montre ici, température d'équilibre. En faisant les graphiques, cela me permet vraiment de réfléchir qu'il y a de la chaleur cédée par les corps 1 et de la chaleur reçue par les corps 2. Mais normalement, là, ça devrait être le contraire, non? Il y a le Q1 qui devrait... Oui, c'est juste. Là, c'est la chaleur 1 et ici, c'est la chaleur 2. Oui, c'est juste, c'est le contraire. Désolée. Ouais, ça, mais je disais aussi par rapport à la quantité, vu que ce qui est à 90 degrés, ça va beaucoup plus se refroidir que ce que l'eau à 20 degrés va se réchauffer, vu qu'il y a beaucoup moins. Oui, alors quand on fait les dessins, vu qu'on n'a pas encore calculé les choses, en fait, peu importe où vous placez la température d'équilibre. Donc, c'est vrai que probablement, elle est beaucoup plus en bas, mais peu importe. Enfin, pourquoi on fait ces dessins? Simplement pour ne pas oublier les différentes chaleurs. Donc, ce n'est pas important où vous placez parce que normalement, on ne la connaît pas. Parfois, on a 3 corps différents, on n'arrive pas à prévoir comme ça en faisant les dessins. Mais c'est important de faire les dessins pour ne pas oublier aucune chaleur échangée. Donc là, on a Q1 et Q2. Et une température d'équilibre. Après, probablement, OK, là, on voit la température d'équilibre sera inférieure, mais pour l'instant, ce n'est pas grave. C'est juste dessiner un diagramme pour ne pas oublier les chaleurs échangées. OK? Ça va pour tous? Donc, on vous demande de dessiner souvent avant de faire l'exercice. C'est juste pour voir, en fait, quels sont les corps et lesquels se chauffent, lesquels se refroidissent. OK pour tous? Alors, si on cherche la température d'équilibre, Michael, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la calculer? Madame, oui. Pourquoi la température d'équilibre, c'est EP? Non, c'est un Q, c'est un Q. C'est un Q, j'écris vite. C'est EQ, équilibre. Vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est un Q, c'est EQ, équilibre. OK.
Oui, désolé, c'est vrai que c'est pas clair. Quand on les voit comme ça, c'est vrai. Michael, comment on pourrait calculer? Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour pouvoir faire une prévision quant à ces mélanges? Michael, vous êtes là? Non? Pardon, j'avais oublié d'allumer le micro, je parle tout seul. Ah, ok, voilà. Alors, comment on pourrait résoudre, maintenant on vous entend, comment on pourrait résoudre cet exercice pour trouver la température d'équilibre? Eh ben, on va faire le produit des masses et température des deux liquides. Et puis après, on divise par le produit des masses. Quelle est la formule générale à utiliser dans ce cas-là? Quelles conditions il faut utiliser? Masse fois température de chacun des corps divisé par par la masse des deux corps. Mais ça, on arrive que c'est l'eau. C'est juste, on va arriver à ça. Mais la condition vraiment générale qui s'applique pour tous les mélanges sera? Pour le sens de la question, là. En fait, ce que je veux dire, en fait, après on arrive à ce que vous avez fait, parce que là c'est de l'eau. Mais en général, quel que soit le mélange, on va écrire la somme des chaleurs égale à 0. Ouais, ok. C'est vraiment la condition appliquée dans tous les cas. Ça. Donc on commence toujours par ça. Parce que si c'est un mélange dans un récipient isolé, on sait que la somme des chaleurs échangées égale à 0. Dans ces cas-là, quelles sont les chaleurs échangées? Pourquoi j'écris somme des chaleurs échangées? C'est Q1 plus Q2. Alors, Q1, on l'écrit comment? M1, C1, delta θ 1, plus M2, C2, delta θ 2. Je suis en train d'écrire Q1 et Q2 en utilisant la formule. Là, c'est de l'eau, donc je peux simplifier C1 et C2. Je simplifie parce que chaque terme contient les mêmes. C'est cas spécifique. Hein. Et après, j'enlève la parenthèse, donc M1 θ équilibre moins M1 θ 1 plus M2 θ équilibre moins M2 θ 2. Je mets un facteur θ équilibre, donc là on arrive à ce que Michael a trouvé. La température d'équilibre donc égale à la masse 1 fois la température 1 plus M2 θ 2 divisé par M1 plus M2. On remplace les valeurs et on trouve 31, donc effectivement la température d'équilibre n'est pas comme je dessinais, je ne savais pas quand je dessinais, mais elle se retrouve un peu plus bas vu les conditions initiales. J'ai pas tout à fait compris, moi, là, je vous avoue. Déjà, j'ai pas compris, c'est que Q, parce que là, on voit sur le dessin, c'est marqué Q1, Q2, c'est pas θ, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Alors, on l'a vu ensemble. Mais pourtant, c'est des chaleurs. Q, c'est la chaleur. On a dit que si, regardez vraiment sur les graphiques, vous savez, de l'eau à 90 degrés, et après un certain moment, elle va baisser sa température. Donc, elle passe de 90 degrés à une température d'équilibre. S'il y a une variation de température comme dans ça veut dire cet échange de chaleur, je l'appelle Q2, c'est égal à la chaleur cédée par l'eau. L'eau refroidit sa température, baisse sa température, et donc elle cède de la chaleur. Et cette chaleur est reprise par qui? Par les corps froides, qui reprend la même chaleur et voit sa température donc augmenter. Initialement, il est à 20 degrés, ensuite, il se retrouve à une température plus haute, la température d'équilibre. S'il y a une variation de température, c'est parce qu'il y a eu un échange de chaleur. Autant il y a un corps qui cède de la chaleur, autant il y a un corps qui acquiert de la chaleur. En sorte que la somme des chaleurs est égale à 0. Oui, bah, la théorie, j'ai plus ou moins compris, mais c'est vraiment le calcul que je comprends pas trop. Alors, donc, somme des chaleurs égale à 0, je l'applique à tous les mélanges. Dans ces cas-là, je dis somme des chaleurs échangées. Sont qui ces chaleurs échangées? Q1 et Q2, parce que j'ai seulement deux corps. Comment je calcule la chaleur Q1? C'est égal à la masse fois C fois delta θ. C'est la formule. Ah ouais. C'est la formule qu'on a vue. Comment je peux calculer la chaleur échangée par les corps 2? Masse 2 fois C2 fois delta θ. Ok, ouais. Alors, comment je peux l'écrire? M1, C1, delta θ, c'est quoi? Dans les cas 1, c'est température d'équilibre moins θ1. Et dans les cas du deuxième corps, c'est température d'équilibre moins température 2.
La température 2 dans l'essence, la température initiale du corps 2. Donc, j'écris comme ça, tout ça égale à 0. J'écris la somme des chaleurs échangées égale à 0. Dans ces cas-là spécifiques, c'est que de l'eau. Donc, je peux simplifier la chaleur massique. Et donc, après, je cherche mon inconnu, c'est la température d'équilibre. Elle apparaît 2 fois dans cette écriture. Donc, j'utilise la propriété distributive, j'enlève les parenthèses. Et je mets un facteur tête équilibre. Et donc, je retrouve ce que Michael avait dit tout de suite, en fait, cette formule-là. Ok. Vous voyez? Mais là, la démarche, c'est la somme des chaleurs égale à 0. Quelles sont les chaleurs? Dans ces cas-là, c'est Q1 et Q2. Comment je calcule la chaleur? La chaleur, je la mesure avec MC delta θ. Et pourquoi on simplifie la chaleur massique? Parce que c'est la même. Dans ces cas-là, c'est de l'eau et de l'eau. Et donc, Oui, si vous on avez doit la les même mettre quantité... dans le calcul, non? Normalement. Alors, on peut les mettre, mais après, vous divisez, en fait, parce que si vous les laissez comme ça, vous l'aurez au numérateur et au dénominateur. Donc, mieux vaut de simplifier. Vous l'avez dans les deux termes. Ça aurait rendu, du coup. Bah, si on avait continué la formule, oui, ça aurait été juste. Mais après, à chaque fois qu'on fait une opération en plus, on risque de faire une erreur en plus, tout simplement. Okay. Mais donc là, c'est la même dans tous les deux termes, donc on peut simplifier dans ces cas-là. Juste, madame. Oui. Pourquoi delta θ, on utilise la température d'équilibre et pas juste θ2 moins θ1? Eh bien, alors, vous regardez les corps 2. Les corps 2, initialement, est à 90 degrés, et à la fin, il est à quelle température? Ok, ouais, d'accord. À température d'équilibre. Donc, et donc, son delta θ, lui, il change de combien? Il passe de température finale, de 90 à température d'équilibre. Donc, delta θ, c'est la température finale, moins la température initiale. Par contre, j'aurais dit, la chose importante, c'est toujours passer par la somme des chaleurs égale à 0. Parce que ce qu'on a vu ici, c'était l'exercice juste pour comprendre comment on fonctionne. Mais là, vous aviez dans les deux cas de l'eau. Mais si ce n'est pas la même substance, on ne peut pas simplifier. Il faut tenir compte que vous chauffez de l'eau et de l'huile ensemble, ou du fer dans de l'eau chaude. Donc, on peut vraiment imaginer tous les mélanges possibles imaginables. On peut imaginer 3 corps qui se mélangent, voire 4 corps. Donc, quand j'écris somme des chaleurs échangées, je fais le dessin pour 3 corps, je dessine 3 droites ici, et je m'assure de ne pas oublier un corps. Je dois bien lire la consigne et bien comprendre quels sont les corps qui participent au mélange. Et après, il faut faire attention parce que parfois, vous avez un corps qui n'est pas composé par une seule substance, et donc, par exemple, on vous donne sa capacité calorifique, ou on vous demande à vous de déterminer la capacité calorifique. Donc, c'est important de partir toujours par somme des chaleurs égale à 0, bien reconnaître quels sont les corps qui participent au mélange, bien comprendre quelles sont les données qu'il vous faut, et après mettre tout ensemble et chercher ce qu'on vous demande. Madame, on ne voit pas bien ce que vous avez écrit en bas. Oui. Parce que dans les cas en bas, donc, on peut avoir un corps composé par plusieurs corps. Dans ces cas-là, c'est Q égale à mu fois delta θ. Il faut considérer la capacité calorifique. Ok, merci. Question? Madame, moi j'ai une question. Oui. Le 3 décembre, on a une épreuve avec vous, c'est ça, non? Alors, ils vous ont déjà informé, c'est bon? Oui, le 3 décembre, on a 4 épreuves et on a physique mécanique et physique générale. Ok, alors c'est bon. Alors, le 3 décembre, oui. Ok, j'avais demandé, je n'ai pas reçu en fait si... Les 3, c'est un jeudi? Vous venez un jeudi, oui. Okay. Ouais, oui. Et moi, la question, c'est ce qu'il y aura dedans, quoi. Alors, à la base, donc, il y a les choses qu'on a vues depuis notre dernier test. Donc, après, il y a toujours, on a besoin toujours de tout ce qu'on a vu, mais alors, les objectifs, on a fait, entre-temps, on avait fait les tests, c'était sur la dilatation des solides et des liquides. C'est juste qu'il n'y avait pas les gaz parfaits. Donc, depuis, on a fait les gaz parfaits. Ouais. On a fait la chaleur et transformation d'énergie et les mélanges. Chaleur, transformation d'énergie et les mélanges. Là, je vais écrire alors. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la dernière chose. La semaine prochaine, il n'y aura pas ce qu'on fait la semaine prochaine au test. Ok. OK?
Et après, je vais écrire ça, en fait, les objectifs du test. Je n'étais pas sûre qu'ils avaient planifié mon test. Ok, vous allez faire une petite feuille avec les objectifs du test? Oui, je vais écrire dans la conversation. Oui. OK. Et donc, la théorie du test s'arrête à ce qu'on a vu aujourd'hui. 45 minutes, la durée. Oui. Mais jusqu'à la théorie d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on verra la prochaine semaine ne sera pas là. Et s'il y a des questions, on a encore la semaine prochaine. Et après, en tout instant, vous pouvez écrire des questions. Ok, parfait. Alors, est-ce qu'il y a des questions quant à ça? Ok, maintenant, on a 2 temps. Donc, pour moi, les temps maintenant, idéalement, c'est pour faire l'exemple 8 et l'exemple 10. Madame? Oui. Je ne comprends pas ce que vous avez écrit en bas à droite de l'écran. J'ai écrit quelque chose? Ah, là, comme ça? Si pas la même substance, C1, C2, si 3 corps. Alors là, en fait, je dis que ces cas-là, c'était basique pour voir la démarche. Il faut suivre toujours la même démarche, mais il faut faire attention parce que parfois, on n'a pas la même substance. Donc, on a C1, C2, peut-être on a 3 substances. Donc, on a aussi la chaleur massique du 3e corps. Parfois, là, on avait seulement 2 corps, mais parfois, on peut considérer un mélange avec 3 corps, voire 4 corps. Donc, c'est important d'écrire vraiment la somme des chaleurs égale à 0. Et après, parfois, le corps ne peut pas composer par une seule substance. Donc, il faut utiliser Q égale à mu delta θ, la capacité calorifique. Ok. Okay? Ouais. Alors, donc, l'idée, c'est que maintenant, les temps que vous avez, en fait, c'est pour faire l'exemple 8 et l'exemple 10. Okay? Dans la partie exercice, il y a les exemples. Donc, l'exemple 8 s'appelle préparation d'en bas. Et l'exemple 10, c'est chaleur massique du laiton. Vous les faites, vous m'envoyez une fois que vous avez fait. Et si vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, vous m'écrivez à tout instant. Je suis là. C'est comme si j'étais en présence avec vous. Vous pouvez répéter ce qu'on va faire, s'il vous plaît? Pardon? L'exemple 8 et l'exemple 10. 10, ok. Ok, donc c'est l'exercice qui s'appelle préparation d'en bas et l'exercice qui s'appelle la chaleur massique du laiton. Idéalement, vous avez les temps maintenant. Notre cours se terminerait dans 50 minutes, donc vous avez les temps pour faire 2 exercices. Si vous n'arrivez pas à terminer maintenant, après, je les mets comme devoir aussi pour la prochaine semaine. Mais idéalement, il faut utiliser les temps maintenant. J'ai une question. Oui. Pourquoi est-ce qu'on dit que C, enfin, C1 et C2, vous les avez enlevés? Dans ce cas-là, c'est l'eau. C'est l'eau dans les corps 1 et les corps 2 sont les 2 composés par eau. Donc là, vous voyez, j'ai les mêmes facteurs. Donc, je peux diviser tous les termes à gauche et à droite par C et je tiens la même valeur. Je peux simplifier par C1 et C2 parce qu'ils sont la même valeur. Ça veut dire que l'exercice 8, c'est la même chose, on peut les simplifier. Là, vous avez de l'eau. Donc, dans cet exercice-là, oui. Il faut poser, en fait. Mais voyez comme je fais. En fait, vous posez, ensuite, vous simplifiez. D'accord, ok, oui. merci. Dans l'exercice 8, oui. Dans l'exercice 10, non. OK? Oui. OK. Ça va pour tous? Oui. Donc, j'attends vos retours. Oui. Alors, bon travail à tous. Je suis là, donc n'hésitez pas à m'écrire. OK? Alors, bon travail à tous. Merci. OK. À toutes. J'attends vos devoirs. Merci. À toutes. Bon travail.